Envolvert organise cette visite de forêt. Envolvert dans le Tarn, il y a 2 projets de terrain. Il y a un des projets de terrain, c'est le projet Sève. Donc moi c'est Adrien, je suis le coordinateur du projet Sève. C'est un projet qui essaye de faire la promotion de la sylviculture douce. Voilà, donc là on va voir les forêts de propriétaires qui gèrent leurs forêts d'une très belle façon, voilà, selon les principes de cette sylviculture et notamment selon les principes de la sylviculture, la sylviculture mélangée à couvert continu. Voilà, donc on va avoir des exemples de cette façon de faire. L'idée du projet Sève, c'est de protéger les forêts, mais avec un lien avec l'humain. Voilà, les humains, on ne pourra pas les empêcher de traverser la forêt, de vivre avec la forêt. Donc voilà, l'idée c'est de promouvoir cette sylviculture qui permet des forêts pérennes, des forêts en pleine santé et assez résilientes par rapport au dérèglement climatique ou à la perte de biodiversité par exemple. Donc voilà, on va visiter cette forêt avec notamment une personne qui va nous expliquer un petit peu les enjeux au niveau biodiversité notamment. Exact, donc moi c'est Frédéric, je suis enseignant en gestion des milieux naturels et de la faune à la maison familiale de Saint-Cernin-sur-Rance dans l'Aveyron. Ma présence ici, c'est pour vous parler justement de quelques notions d'écologie, alors sans prétention, hein, je ne suis pas un spécialiste comme on en voit sur les plateaux télé, moi j'ai des connaissances générales en sciences naturelles et on va essayer de développer ou d'illustrer à travers l'exemple de la forêt qui se trouve derrière nous, 2 notions dont on entend parler régulièrement, mais qui sont des fois pas très précisément abordées par les médias, à savoir donc la notion d'écosystème, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, et puis la notion de biodiversité, en essayant de faire le parallèle avec la gestion douce des forêts. Allons-y. Allez, on est parti. Donc voilà, donc là on est dans une plantation de résineux et le principe de la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est d'aller vers le mélange de feuillus. Voilà, donc la plantation de résineux, elle aura des éclaircies petit à petit et on laissera la régénération naturelle faire le travail de faire repousser pas mal d'arbres. Suivez-nous. Donc au niveau de la localisation, ici on se trouve dans le centre-sud de la France. On est en région Occitanie et dans le sud du Tarn. Nous sommes sur la commune du Bèze qui se trouve à 10 km à l'est de Castres pour situer et environ à 50 km au sud d'Albi. Donc, si on veut parler un petit peu d'écosystème ici, on va pouvoir faire un premier arrêt. Donc, déjà pour comprendre ce que c'est qu'un écosystème, on va essayer de s'appuyer sur un petit schéma que j'ai réalisé ici. Donc on va utiliser l'écosystème du Cidovre, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux ici pour illustrer cette notion. Donc un écosystème en fait c'est composé d'un cadre de vie que l'on appelle le biotope qui donne des conditions de vie à la biocénose qui est en fait l'ensemble des êtres vivants que nous allons trouver sur ce milieu. Donc dans les êtres vivants on peut trouver donc, les arbres, les plantes en général, les champignons et puis toute la faune qu'on va retrouver ici comme la faune classique sanglier, chevreuil. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un écosystème, tout est en interaction. C'est l'intérêt de l'étude en écologie, c'est de comprendre comment le milieu non vivant, le biotope, va jouer sur les espèces qu'on va trouver, et réciproquement. Alors pour bien comprendre ici le cadre dans lequel on se trouve, c'est bien d'avoir une localisation au niveau naturel. Donc on l'a fait tout à l'heure pour savoir qu'on était donc à côté de Castres. Mais par rapport aux grands ensembles naturels français, ici, on se trouve au sud, à l'extrême sud du Massif central. On se trouve à 70 km de la mer Méditerranée, donc là ça va avoir une influence sur le climat, puisque le climat, eh bien, ça fixe c'est un important élément du cadre de vie
de l'ensemble des êtres vivants qu'on va trouver ici. Alors, le fait qu'on soit à 70 km de la Méditerranée, ça fait qu'au niveau du climat, même si on a une influence océanique classique, à savoir les perturbations habituelles qu'on peut trouver sur l'ensemble de la France, on va avoir une influence méditerranéenne qui fait qu'on aura tendance à avoir des périodes souvent un peu plus chaudes, notamment en fin d'été. Et ça va jouer sur la végétation, et notamment sur la forêt, puisqu'on va y retrouver des espèces qui normalement poussent naturellement, comme le chêne pubescent. Ensuite, on se trouve ici à 700, entre 650 et 700 mètres d'altitude. Donc on va avoir une influence au niveau climatique, une influence montagnarde, c'est-à-dire un petit peu plus fraîche, avec des conditions atmosphériques, de l'humidité atmosphérique, des brouillards, qui vont favoriser le développement d'une autre essence, en concurrence avec le chêne, qui est le hêtre. Donc ça, on retrouvera ça dans la forêt tout à l'heure. Autre élément important pour la croissance, notamment forestière, c'est ce qu'il y a sous nos pieds, à savoir donc la roche et le sol. Donc ici, sur le massif du Cidobre, on est sur une roche granitique, c'est-à-dire une masse de magma qui s'est refroidie en profondeur à l'origine et qui a ensuite été dégagée par l'érosion, ce qui va donner un sol acide. Donc on va retrouver des espèces dites acidiphiles, comme le houx, qui se développent préférentiellement sur des sols de ce type. Donc deux éléments importants. Après, dernier élément important pour la croissance des plantes, c'est l'hydrographie, donc tout ce qui est lié à l'eau, notamment l'eau de surface. Alors ici, on a un exemple de ce qu'on appelle un pesquier, qui est une construction humaine, c'est tout à fait artificiel, mais qui s'appuie sur des écoulements qui arrivent. On peut en voir un juste derrière nous, là. Il y en a un autre ici, donc en général les pesquiers étaient situés à des endroits où des petits ruissellements arrivaient pour remplir ces masses d'eau qui ensuite étaient utilisées par l'agriculture autrefois. Aujourd'hui ils sont abandonnés ou très peu utilisés. Par contre ils vont avoir un intérêt écologique qu'on reverra tout à l'heure quand on parlera de biodiversité des écosystèmes. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long sur ce point. On entend des oiseaux là. Alors effectivement, on peut entendre la citelle torche-peau qui, donc là c'est son cri d'alerte. Je pense qu'elle a dû nous repérer et elle est en train d'alarmer un petit peu la forêt pour prévenir de notre présence. On n'est jamais bien tout seul dans une forêt, même si bon, là on est quand même au mois de janvier, c'est pas la période où on va voir le plus d'oiseaux et de passereaux à disposition. Mais bon, c'est tout, on en entendra quelques-uns. La citelle, ça fait partie de ces habitants de nos futaies plutôt vieillissantes, on va dire. Je ne sais pas si on l'entend. On va retourner de ce côté. Allez. Ouais. Et on va peut-être pas voir beaucoup d'espèces animales, mais on va voir un certain nombre d'espèces végétales, enfin d'essences d'arbres notamment. Voilà, on fera un peu, on indiquera de temps en temps les essences qu'on voit. Ça vous permettra de peut-être connaître un petit peu mieux les arbres et ce qu'on trouve dans nos forêts. Alors pour parler des êtres vivants, donc de la biocénose, c'est vrai que les arbres, c'est le plus facile à observer, surtout à cette époque de l'année, où donc on ne va pas voir beaucoup d'animaux. Mais bon, on n'est pas dans un zoo non plus. Si on veut voir beaucoup d'espèces animales, c'est là qu'il faut aller. Dans la nature, c'est pas tout à fait pareil. Les animaux nous perçoivent. En plus, en ce moment, c'est pas là que c'est la période la plus riche en biodiversité animale, puisqu'il n'y a pas grand-chose comme ressource pour se nourrir pendant l'hiver. Bon, c'est là qu'on va pénétrer dans la forêt. On va en parler. Ouais. Alors là, sans transition, on passe de la prairie à la forêt. Alors un des autres facteurs aussi importants dans le biotope, c'est-à-dire dans les conditions non vivantes du milieu, c'est la pente.
Donc la pente qui va influencer notamment le sol par le phénomène de l'érosion. Et on peut voir ici justement, si on parle d'érosion, que certains blocs ont été mis à jour. Donc là, au niveau roche, on a un exemple du granit, donc une roche imperméable qui va se trouver sous nos pieds et recouverte par le sol qui s'est formé dessus, qu'on peut voir grâce à cet arbre déraciné ici. Alors au niveau des composantes du sol, alors là évidemment il est gelé, hein, ça c'est les aléas du direct, mais normalement c'est un sol qui est quand même assez sableux, donc l'eau va s'infiltrer en dessous jusqu'à la roche sur laquelle elle va avoir tendance à ruisseler. Et sur la partie superficielle, on peut avoir ça, à savoir donc de la litière, c'est-à-dire de la matière morte en train de se décomposer, qui va ensuite redonner des minéraux dans le sol pour nourrir les plantes. Au niveau de l'énergie dans une forêt, l'énergie vient principalement du soleil, donc c'est une ressource importante à considérer. Et un petit peu comme pour les hommes, c'est la course à celui qui atteindra la source d'énergie en premier. Donc ici on voit des arbres qui sont de grande taille, bien élancés. On est sur une futaie qui est sûrement assez âgée quand même déjà. Adrien, tu nous en parleras un petit peu après. Juste une chose, c'est que la concurrence aidant, donc les arbres sont bien droits, sont très grands, donc on peut penser que c'est un avantage, mais ce qu'on peut voir aussi, comme celui-ci qui est déraciné, c'est que le fait de monter beaucoup en hauteur, eh bien, ça crée aussi des fois des dangers, à savoir que on est moins ancré au sol. Lorsqu'il y a une tempête, s'il n'y a pas cette masse du peuplement forestier pour protéger l'ensemble, on peut avoir des arbres qui se déracinent ou qui cassent, parce que plus on est grand, plus on est fragile. Donc cette course vers la lumière, elle induit aussi des risques pour les arbres qui se lancent vers le haut. Voilà, d'où l'idée de travailler la forêt, de gérer la forêt en futaies irrégulières, avec des éclaircies de temps en temps seulement, voilà, pour ne pas fragiliser le massif, pas l'exposer au vent ou autre, mais en même temps en amenant de la lumière. En fait, faire de la futaie jardinée, ou la forêt jardinée, c'est comme ça qu'on dit en Suisse pour la futaie irrégulière. C'est un peu être sculpteur de lumière. Voilà, on enlève certains arbres pour laisser les jeunes arbres, les jeunes pousses au sol, avoir de la lumière du soleil et pouvoir repartir. Donc pas besoin de plantation dans la SMCC, la sylviculture mélangée à couvert continu. On laisse la régénération naturelle faire et ça permet d'avoir une ressource en bois infinie. Voilà, on laisse la nature faire son office. On sélectionne des arbres comme ça en fonction de leur qualité, ceux qu'on laisse ou ceux qu'on prend pour la ressource en bois, et on laisse ensuite la régénération naturelle faire. On va continuer, on verra au fur et à mesure quelles sont ces essences justement. Là on a surtout du hêtre pour le coup. Voilà, on verra pour la suite. On est parti. Alors ici on est à un bon endroit pour illustrer cette concurrence entre les êtres vivants, puisque on se trouve face à de la régénération naturelle de hêtres. Alors Adrien, tu peux nous en dire 2 mots? Alors effectivement, quand on fait une percée, quand il y a de la lumière qui arrive au sol, la concurrence joue, comme disait Frédéric. Donc on a toutes ces petites graines qui sont en dormance dans le sol, qui font leur germination, qui poussent à peu près tout en même temps. Et là, il va y avoir tout un tas d'individus, d'arbres, donc plusieurs essences. Hein. Là, il y a effectivement surtout du hêtre. Il peut y avoir du merisier, un peu de chêne. Voilà, résineux pas trop ici, mais on verra de temps en temps au sol des pousses d'épicéas, de sapins, de pins sylvestres. Voilà, donc l'idée c'est de laisser tout ça un peu pousser pendant pas mal d'années. Souvent une vingtaine d'années au début, ça fait une sorte de friche.
Et puis la sélection se fait toute seule. Il y a certains individus qui poussent plus vite que d'autres ou qui arrivent mieux à prendre la lumière. Les autres dans l'ombre vont finir par péricliter et disparaître. Donc au bout d'un moment, on a une futée qui se met en place toute seule, un peu dense quand même. Et l'idée, ce sera plus tard de faire des éclaircies de temps en temps. Alors quand on est à cette époque, on ne s'en rend pas tellement compte, mais en fait, sous une hêtraie, l'été, quand le feuillage est complètement développé, il y a très très peu de lumière, ce qui explique qu'en sous-étage, en fait, on n'a pratiquement pas d'arbres ou pas d'autres arbres, parce que c'est le hêtre qui a gagné cette concurrence de la lumière et qui a éliminé petit à petit tous les autres. Donc, quand il y a une éclaircie, qu'elle soit naturelle ou artificielle, ça permet à d'autres essences de s'exprimer parce qu'elles se retrouvent à égalité en compétition pour cette ressource qui est la lumière. Voilà, on continue. On retrouve partout ces blocs rocheux. Là, on peut parler un peu d'érosion. Là, on a quelque chose qui est intéressant. Là, ici, il y a des arbres tombés. Alors, je pense qu'ils ont dû atterrir là naturellement. Je ne pense pas qu'on les ait placés là exprès. Et quand ils sont perpendiculaires à la pente, on voit qu'ils ont tendance à bloquer tout un tas de matières, c'est-à-dire qu'ils vont freiner l'érosion. Et accumuler donc de la matière organique au-dessus. Donc le fait de laisser des bois morts par terre, ça permet de limiter un phénomène d'érosion qu'on a connu il y a quelques siècles dans le Massif central et qui générait des gros problèmes dans les cours d'eau en aval. Donc c'est pour ça qu'on a replanté une grande partie du Massif central pour éviter ces phénomènes. Et la sylviculture qui justement contribue à laisser ces bois morts au sol, elle a un intérêt sur son biotope, puisque en freinant l'érosion, elle permet l'accumulation de matière organique et la régénération du sol. On verra tout à l'heure une partie laissée en libre évolution, par ce propriétaire qui gère vraiment ça très bien de cette façon-là. Et là, dans la partie en libre évolution, on voit énormément de bois mort qui tombe lui tout seul pour le coup. Dans les parties gérées, où il y a des éclaircies, on laisse le bois mort au sol le plus possible, on prend une partie du fût et tout le reste on le laisse au sol pour que ça nourrisse de nouveau le sol. Et dans la partie libre évolution, il tombe tout seul, justement par les intempéries, la neige, les tempêtes, et on laisse tout ça au sol et on va voir qu'il y en a beaucoup. Et c'est ce qui permet, ça crée des habitats pour la microfaune et pour toute la faune. Voilà, et ça permet aussi donc de faire de la matière organique qui retourne au sol. Bon, là on voit aussi quand même, je trouve que c'est un bel exemple, on voit quand même le mélange de feuilles. On a quand même du chêne, on le voit ici, bien gelé, mais du chêne. On a du châtaignier, ici aussi, les feuilles de châtaignier. On a les feuilles de hêtre, ici, le hêtre produit énormément de feuillage. Et ça permet effectivement de régénérer le sol, de mettre beaucoup de nourriture pour cette microfaune qui va la dégrader et créer une litière, ce qu'on appelle l'humus aussi. Voilà, une fine couche sur la roche-mère, une fine couche qui est extrêmement active, extrêmement vivante, qui produit de la chaleur. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour la forêt. On va voir l'importance du sol pour la forêt un peu après. Voilà. Mais le sol très très important, et donc la façon de faire de la sylviculture sans tasser le sol, c'est vraiment une chose très importante pour que la forêt puisse être vivante et que ça se perpétue. Un autre facteur, mais cette fois-ci donc vivant, qui limite l'érosion, qu'on peut voir, c'est la mousse ici.
La mousse qui protège déjà de ce qu'on appelle l'effet splash, c'est-à-dire l'arrivée des gouttes de pluie au sol, qui a tendance à pulvériser un petit peu le sol. Donc c'est une protection. Et ensuite, cette mousse va tenir la partie superficielle de façon à ce que elle s'érode moins. Alors on voit qu'il y a des endroits ça s'érode quand même, hein, c'est pas une garantie à 100%, mais ça fait quand même une certaine protection. Et le dernier intérêt de la mousse, c'est que quand il pleut, elle va absorber l'eau comme une éponge et la restituer petit à petit, ce qui contribue, lorsqu'on en a beaucoup, parce qu'ici on en a juste une petite quantité, mais dans des grosses zones humides où on peut avoir des tourbières, cette mousse va avoir tendance à atténuer les crues et à restituer l'eau en période de sécheresse, c'est-à-dire à faire en gros un tampon de façon à ne pas avoir de grosses périodes d'inondation suivies de périodes sèches derrière. Voilà, donc aujourd'hui on parle des fois de l'intérêt de préserver ces zones humides et ces tourbières. Eh bien, je pense que là on en a une bonne explication. On va continuer à en parler en marchant un peu. Parfait. La mousse, elle protège aussi du soleil, notamment. Enfin, toute la couche de feuilles, toute la litière et le houppier des arbres. Donc toute la partie feuillue en haut des arbres. Tout ça protège le sol du soleil. Même si le soleil amène l'énergie dans la forêt, le houppier, la canopée de la forêt, c'est un peu comme une peau finalement, qui va filtrer aussi, de même que pour un corps humain, trop de soleil ça fait un coup de soleil. Pour la forêt, le soleil qui viendrait au sol, c'est pas forcément bon non plus. Dans le sol, il y a des bactéries, tout un tas d'êtres vivants. Toute cette masse au sol qui retient l'humidité, qui protège du soleil, qui est vivante, qui a sa propre température, ça permet de maintenir la vie. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à maintenir un couvert continu et aussi à pas trop tasser ce sol. Tout ça c'est le sol, si on revient dans cette métaphore du corps humain, ce sol c'est un peu l'estomac de la forêt. C'est là où se passe la digestion justement de la matière, c'est là où il y a la nourriture. Et c'est ce qui permet aux arbres de se nourrir. On peut voir que la concurrence doit être assez rude au niveau lumière, puisqu'on a un arbre qui est de petit diamètre, mais qui est déjà d'une grande hauteur. Donc lui, la solution qu'il a trouvée, c'est de pousser vite, mais il n'en sera sûrement que plus fragile. Alors il y a d'autres d'autres espèces végétales qui ont trouvé une autre solution pour cette course à la lumière, sans avoir besoin de faire un tronc. Donc ils font l'économie de la construction d'une grande partie de matière vivante. C'est le lierre. Donc le lierre qu'on voit ici, lui, il puise ses éléments, ses nutriments dans le sol avec ses racines. Et alors, je ne sais pas si c'est par fainéantise ou par opportunisme, il profite d'un arbre pour grimper après, et donc il s'accroche dessus, donc c'est pas un parasite, hein. Il ne va pas puiser dans l'arbre sur lequel il s'accroche juste après pour pouvoir aussi participer à cette course à la lumière. Par contre ici on voit quand même qu'il y a très peu de lierre, il y a des endroits où il y en a beaucoup plus. Quand on est dans des secteurs bocagés où les arbres sont un petit peu plus isolés, il y a du lierre en plus grande quantité, parce qu'ici justement avant de grimper et d'avoir suffisamment de lumière, il y a beaucoup de chemin à faire pour lui. Alors le lierre c'est une essence importante pour les oiseaux notamment, on en reparlera après quand on parlera de biodiversité. Donc là c'est du châtaignier, hein, l'arbre qui est là. Voilà, selon les écorces en hiver, on peut reconnaître les arbres, il y a beaucoup moins le feuillage. Bon, après il y a le feuillage au sol et les graines aussi. Là on peut trouver des fruits à coque, donc là c'est le châtaignier, les bogues de châtaigne. Pour le frêne, ce sont des faînes, des petites graines, c'est aussi des fruits à coque. Voilà, bon, vous connaissez le gland pour le chêne. Et puis quand on sera dans des parties avec du résineux, on verra un peu comme les pommes de pin, mais c'est les fruits aussi de l'épicéa. Voilà, on le verra au sol. Donc on a tout ça. On parlera des champignons après également. Allons-y.
Alors c'est important cette ressource en fruits parce que c'est ce qui conditionne la présence d'autres animaux comme les sangliers. On voit qu'ici ils sont venus sûrement chercher des châtaignes. On voit qu'ils en ont oublié quelques-unes. Mais en hiver, eh bien, il faut lutter contre le froid. Les sangliers, ce n'est pas des animaux migrateurs, donc ils vont rester sur place. Il faut qu'ils trouvent leurs ressources ici dans la forêt. D'où l'intérêt d'avoir des fruits assez variés. Donc le sanglier ici, entre les glands du chêne, les faînes du hêtre et les châtaignes du châtaignier, il doit pouvoir trouver des conditions pour se nourrir qui doivent être suffisantes pour qu'il puisse se maintenir ici. On voit qu'ils ont bien retourné cette zone-là. Ouais, ici, là, on voit quelque chose d'intéressant. Alors le problème, c'est de savoir effectivement qui est arrivé en premier entre le bloc rocheux et l'arbre. Mais vu la forme de l'arbre, on peut penser que peut-être le bloc a dû glisser légèrement. Et un des rôles de la forêt sur les zones en pente, et notamment dans les zones de montagne, eh bien, c'est de maintenir à la fois le sol, on l'a vu tout à l'heure, par les racines et puis par la présence des troncs, mais aussi de bloquer l'érosion, les blocs rocheux qui pourraient descendre. Et quand on fait de la sylviculture avec un couvert continu, qu'on évite les coupes à blanc, eh bien ça permet d'avoir toujours ces blocs qui sont maintenus de façon à ce qu'ils ne dévalent pas. Alors des fois ça peut être sur des routes ou d'autres infrastructures et de ne pas causer de dégâts. Alors ici, on peut voir les interactions qu'il y a entre les éléments du biotope. C'est-à-dire que bien que le biotope soit constitué d'un milieu non vivant, on peut mesurer quand même certaines interactions. Donc là, on a la roche-mère, hein, le granit, qui, sous les effets de variation de température ou sous l'action de l'eau, va se dégrader et donner donc ici, par résultat de l'érosion, des particules, alors plus ou moins grossières, puisque là on est en phase active d'érosion, donc c'est pas tout à fait terminé. Donc il y a des morceaux un peu plus gros qui ont été dégagés, et puis des grains de sable qu'on peut voir. Donc ça donne le sous-sol, on va dire, sableux, caractéristique de cette région ici, qui après se mélangera à la matière organique pour donner le sol. Voilà. On peut remarquer encore ce milieu aquatique omniprésent ici, avec une eau toujours très claire, qui en fait est liée au fait que l'érosion ne génère pas de turbidité, c'est-à-dire que dans les ruisseaux, on a une eau qui est toujours propre et claire, du fait qu'on traverse des milieux forestiers. Si on traversait des milieux agricoles qui venaient d'être travaillés, eh bien on aurait sûrement une eau beaucoup plus turbide, qui n'est pas forcément favorable après pour les poissons qu'on retrouve dans les cours d'eau. Alors là, on est à l'endroit où les propriétaires de cette forêt font de la libre évolution. Donc en SMCC, en sylviculture mélangée à couvert continu, un des principes, c'est de laisser 10, 15, 20 ou 25% de libre évolution dans les forêts. Voilà, il faut des zones comme ça où la faune sauvage, la biodiversité peut s'exprimer, les arbres poussent tout seuls. Voilà, ça s'exprime, ça se mélange, donc c'est quand même super beau. Alors là, en plus, c'est dans le Cidobre, donc il y a ces gros rochers de granit. On va pénétrer cette zone, comme ça on pourra parler un petit peu plus de ce qui s'y passe. Allez. Oui, donc voilà là, donc on parle de forêt dans laquelle peuvent pénétrer les humains en interaction avec les humains, mais ici c'est vraiment une forêt
qu'on laisse libre d'évoluer comme elles le sentent. Donc on le voit, il y a vraiment beaucoup de bois morts, beaucoup d'arbres qui restent en suspension, qui sont morts sur pied ou morts au sol, à plusieurs degrés de dégradation. Ouais, donc c'est vraiment très important. Alors c'est pas une forêt primaire, parce qu'une forêt primaire, il faut plus de 1000 ans pour qu'elle se constitue. Là, c'est une forêt assez âgée, plus de 50 ans. Mais voilà, elle est vraiment laissée telle qu'elle. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs strates voilà, au niveau de la canopée. Il y a la canopée finale et il y a d'autres strates composées par des arbustes de sous-bois. Donc on voit qu'ici, par exemple, les houx sont plus grands que tout à l'heure quand on était sur le chemin forestier. Voilà, il y a pas mal c'est très mélangé. Il y a plein de repousses de chênes là, on voit, il y a beaucoup de régénération. Et donc tout ce bois mort au sol, c'est vraiment super important. Là, je pense que le sol est, du coup, l'humus est plus profond a priori. Tout ce feuillage s'accumule, tout ce bois mort aussi. Ça fait des habitats pour la microfaune. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des chiffres dont on ne se rend pas bien compte, mais au niveau des mammifères, sur 1 hectare de forêt, on est en termes de biomasse à peine à 1 kg de mammifères, comme ça, sur 1 hectare, si on répartit en moyenne. Alors que sur 1 hectare de forêt, vous avez 1 tonne de bactéries, à peu près. Vous avez 1 à 3 tonnes de vers de terre. Et ce qu'il y a le plus, c'est vous avez 3,5 tonnes de champignons, comme ça, à l'hectare sur la forêt. C'est quand même énorme. Et donc, tout ce bois mort, c'est de l'interaction. Tout ça, c'est quand même super important. Les champignons, c'est le moyen aussi pour les arbres d'avoir des stocks d'eau, de minéraux, de nutriments. Ça les relie. Les grands arbres, du coup, peuvent alimenter les jeunes repousses, la régénération naturelle, grâce à ce réseau de mycélium qu'il y a sous le sol. En attendant que les grands arbres tombent et laissent la lumière à ces jeunes arbres qui, à ce moment-là, prendront le relais. Donc voilà, en attendant, il y a un stock comme ça qui se fait. D'où l'importance des champignons, on le voit bien. Et on voit l'importance de ne pas tasser le sol ou de ne pas faire de coupe rase, de ravager ce sol-là avec des bulldozers, parce que parfois c'est le cas. Ouais, les champignons donc sont très très importants pour cette communication entre les plantes et les arbres. Il existe des champignons immenses qui peuvent vivre 2500 ans. C'est notamment l'armillaire couleur de miel, je crois. Certains champignons vivent 2500 ans. Ils peuvent faire jusqu'à 10 km² de surface. Bon, ils ne sont pas en profondeur, mais ils sont juste sous le sol. Et ils font 400 tonnes, certains. Donc on voit que ce sont des très très grands êtres vivants. Si on retourne le sol ou qu'on fait passer des engins, on les blesse énormément, voire on leur permet pas de vivre très longtemps. Voilà. Très bien, on va continuer. Là, je vois qu'il y a des arbres qui sont pas très jolis, qui sont vieux, qui auraient sûrement été éliminés si on avait fait une sylviculture qu'on avait voulu rentable d'un point de vue économique, mais qui ici ont été gardés. Et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais le fait d'avoir des arbres tordus, ici, je ne sais pas si on peut voir, hop, ici les écorces qui se décollent, donc sur des arbres vieillissants, on les aurait sûrement éliminés depuis longtemps si on faisait une sylviculture plus intensive. Ici on peut voir qu'il y a des cavités au pied des arbres, donc tout ça, ça crée ce qu'on appelle des micro-habitats, mais qui vont servir à des insectes, qui vont servir à des micro-mammifères qui vont venir s'y réfugier, s'y installer. Et ça participe à la biodiversité de cet écosystème. Parce que bon, la biodiversité, on ne l'a pas encore abordée, on l'abordera un tout petit peu plus haut. Mais le fait d'avoir une sylviculture qui laisse ce type d'arbre, eh bien, ça permet de développer une biodiversité plus importante que dans de la sylviculture traditionnelle, on va dire.
Aujourd'hui, il a fortement gelé, donc on ne verra pas forcément les petites bêtes grouiller. En été, en faisant ça, on les verrait grouiller de partout quand on soulève le bois mort. Donc le bois mort au sol, quand même, c'est très important. Alors on voit qu'il y a énormément de cavités, effectivement. Il y a aussi la mousse, il y a toutes ces feuilles qui vont être dégradées par les bactéries et la microfaune, les petits insectes. Et on voit aussi que sous le bois, il y a énormément de trous dans le sol, de petites galeries. Et en fait, voilà, là clairement, ça peut être l'habitat pour des petits mammifères, voilà, des petites musaraignes, des rats aux pieds ou autres. Donc là, il y aurait plein de vers de terre hein, en été. On voit que la terre est toute fine, toute grumeleuse. Vraiment une matière qui vient d'être dégradée et qui est très riche, très noire. Voilà. Et donc là, normalement, passe tout un tas d'animaux. Oui, après les galeries sont récupérées par des fois des amphibiens qui ont tendance à se mettre à l'abri en forêt, à venir hiverner. Donc eux, ils n'ont pas forcément la capacité à creuser des trous. Donc ils réutilisent ceux qui ont déjà été faits par d'autres animaux. Et puis on peut voir aussi c'est qu'en dessous, eh bien, c'est pas gelé. Donc ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que la masse de végétaux morts dessus protège le sol et la faune qui est en dessous. Ouais, après tout ça, c'est une question de station forestière. C'est-à-dire que chaque essence d'arbre a un peu son endroit préféré. Donc l'idée de laisser en libre évolution ou de faire une sylviculture adaptée aux essences, c'est de les laisser évoluer un peu là où ils se sentent bien. Les chênes et les pins ont besoin d'un peu plus de sol un peu plus sec que le hêtre. Tout à l'heure on voyait beaucoup de hêtre parce qu'on était dans des pentes, il y avait du ruissellement. Et ici, comme on arrive un peu au sommet d'une moyenne montagne, là voilà, on a plus des espèces qui s'adaptent un peu mieux à la sécheresse. Oui, puis je pense que tout à l'heure on devait être sur un versant plutôt exposé nord, c'est-à-dire plus frais naturellement, alors qu'ici on est sur une zone ensoleillée plus longtemps dans la journée, ce qui fait que le chêne a pu se développer. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'en sous-étage, on a un sous-étage beaucoup plus dense en houx que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça rejoint cette histoire de concurrence où le hêtre, lui, élimine assez fortement les végétaux qui sont en dessous, parce que lorsqu'il a son feuillage en pleine expansion, il y a presque 100% de couverture au niveau de son feuillage. Donc en dessous, il n'y a plus assez de lumière pour les autres végétaux, ou très peu. On voit qu'il y a quand même quelques pins qui ont réussi à s'en sortir. Un magnifique spécimen de pin sylvestre, là. Enfin, quelques-uns même. Là, il y a une belle cavité dans le pin, un petit peu plus haut. Donc effectivement, dès qu'on a des arbres qui commencent à être un peu plus vieux, de gros diamètre, ils sont attaqués par des pics qui font des cavités qui ensuite sont réutilisées par d'autres oiseaux comme la chouette-hulotte par exemple qui niche dans les cavités aussi mais qui est incapable de les creuser. Donc on a vu tout à l'heure que les éléments du biotope jouaient les uns sur les autres, mais il est évident que les éléments de la biocénose le font aussi et que les espèces animales sont en interaction. Alors des fois c'est de la consommation ou de la prédation, puis des fois c'est de l'entraide. Donc là on a un vrai mélange de résineux et de feuillus. Donc là ce sont vraiment des forêts très diversifiées.
Alors on vient là de bien illustrer cette notion d'écosystème. Donc on a dit qu'on allait aussi évoquer la notion de biodiversité. Alors aujourd'hui on en entend parler beaucoup, notamment parce que cette biodiversité a tendance à diminuer. Mais il faut savoir que d'un point de vue un peu plus scientifique, la biodiversité comporte 3 niveaux. Donc le niveau le plus large, le plus important, c'est la diversité des écosystèmes. Donc des écosystèmes, on en trouve de très très grands, comme l'océan, comme les forêts tropicales, les déserts, le lac et les forêts tempérées, dans lesquelles nous nous trouvons ici. Donc ça, plus on a d'écosystèmes différents, plus on aura de biodiversité. C'est la première chose. Ensuite, deuxième niveau, c'est qu'au sein d'un même écosystème, on va avoir un deuxième niveau de biodiversité qui est la biodiversité des espèces. C'est-à-dire que dans cet écosystème, on va y trouver un grand nombre d'espèces. Alors plus le nombre d'espèces est élevé, plus la biodiversité est importante. Donc c'est le cas dans une forêt comme ici, on va pouvoir trouver des insectes, des mammifères, donc fourmis, cerfs, des escargots, des piquets-pêches qu'on entendait tout à l'heure, des lombrics, Adrien en a parlé dans notre sol, des végétaux, et puis des fougères, donc, etc. Tout ce qui est être vivant, donc plus on a d'espèces et plus on a de biodiversité. C'est le niveau le plus couramment utilisé lorsqu'on en parle dans les médias. Et puis un niveau inférieur qu'on évoque assez rarement, c'est que au sein d'une même espèce, eh bien, les individus sont tous différents. Nous, on ne se ressemble pas forcément tous. On fait partie de la même espèce, mais génétiquement, on est tous différents, avec des caractères différents, avec des morphologies différentes. Eh bien, c'est le cas aussi dans les espèces animales. Et cette diversité génétique, alors on peut la trouver soit chez les animaux, mais aussi chez les végétaux, plus elle est importante et plus elle permettra à une population animale de résister à une attaque, style un virus ou une maladie ou une attaque autre par des bactéries par exemple. Et peut-être que certains individus dépériront et puis d'autres passeront à travers parce que génétiquement ils seront différents. Donc c'est intéressant, c'est même primordial de conserver cette diversité génétique au sein d'une même espèce, d'avoir donc des individus différents. Et cette diversité génétique, elle est permise grâce à la reproduction sexuée, c'est-à-dire au fait qu'on va avoir des individus qui vont se croiser pour donner des individus fils qui seront différents des géniteurs et qui seront aussi différents tous entre eux. Alors ici on a une station intéressante pour illustrer la biodiversité au niveau des espèces, puisque sur un territoire assez restreint là, on peut trouver donc au niveau des végétaux, puisque les animaux, je vous ai dit, ce ne sera pas facile à observer aujourd'hui, on a du houx, on a du hêtre, on a un merisier de taille assez importante là-bas derrière, on a du pin sylvestre, on a des chênes, des hêtres derrière. Donc finalement, on voit déjà qu'au niveau de la végétation, on va avoir une diversité des espèces qui est importante. Et derrière ça, on va avoir aussi des animaux d'espèces différentes qui vont venir utiliser ces végétaux, soit pour les consommer, soit pour s'y mettre à l'abri. Et donc la biodiversité engendre de la biodiversité. Et quelque chose qui est intéressant dans la gestion forestière qui est faite ici, c'est qu'on va retrouver beaucoup d'habitats différents. Alors c'est ce qu'on appelle des fois des micro-écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes de très petite taille. Et plus on en a de variés, et plus on va pouvoir retrouver d'espèces animales en cascade en dessous. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Là-bas, on trouvera d'autres exemples pour illustrer cette diversité. Apparemment, il y a une zone humide à voir. Donc, parfait. On va passer devant. Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir la diversité des écosystèmes et la diversité des espèces, ici on se trouve sur un secteur légèrement plus humide, donc un biotope différent qui va découler, va engendrer des espèces végétales différentes, puisqu'ici on se trouve avec la présence d'aulnes, et cet aulne, il n'y a que sur cette zone humide qu'on va le retrouver. En dehors, dans la forêt, on ne l'a pas encore vu et on le rencontrera nulle part ailleurs. Voilà, donc diversité d'écosystèmes, de conditions de vie et des espèces différentes qui vont enrichir la biodiversité générale du site. Ouais, alors là, on arrive dans une zone qui a été plantée il y a une quarantaine d'années
Alors de ce côté, c'est du sapin, enfin en partie du sapin, il y a un peu de hêtre, on voit que c'est quand même déjà mélangé. Et de ce côté, c'est vraiment que du pin laricio, un pin qui vient de Corse, mais qui est adapté aussi à la montagne. Voilà, donc là ça a poussé d'abord serré en fait, donc c'est pour ça qu'ils sont très érigés, très droits, qui sont allés très haut. Ça permet d'avoir du bois pour les planches, enfin du bois d'œuvre intéressant. Alors effectivement on sort parfois du bois de la forêt, mais bon, quitte à sortir du bois, autant que ce soit bien fait. Donc là c'est en sylviculture mélangée à couvert continu. On voit qu'il y a de la signalétique en fait, ça c'est pour baliser les corridors. En fait, on dit qu'on fait du cloisonnage. Donc, on cloisonne la forêt. On fait des chemins en fait qui sont tous un peu parallèles, entre lesquels les engins ne vont jamais. Voilà. Donc là, ça a été débardé avec des engins, mais il y a aussi le débardage à cheval qui se fait de plus en plus, qui revient. Et ça, c'est quand même super bien parce que là pour le coup le cloisonnage peut être les cloisonnements peuvent être très espacés, les chevaux peuvent aller dans la forêt, retirer le bois, traîner le bois sans qu'il y ait de soucis de tassement de sol. Voilà. Donc là il y a un cloisonnement, donc à intervalles réguliers il y a une sorte de chemin qui est créé. Voilà, les engins ne passent que là pour ne pas tasser le sol entre les arbres. Alors on voit que du coup ici les forêts sont plus aérées, font plus rentrer la lumière parce qu'il vient d'y avoir une éclaircie. Alors le bois mort a été laissé au sol, enfin le bois dont on ne se sert pas, le petit branchage, les cimes sont laissées au sol, ça va permettre de nourrir le sol. Il y a d'autres principes aussi, c'est qu'on laisse la régénération naturelle arriver. Donc là on voit à quelques endroits déjà d'autres feuillus qui poussent, mais aussi du résineux qui revient de lui-même. Quand j'en verrai un, je vous le montrerai. Il peut y avoir des petites pousses de résineux. Alors ça met du temps, mais là maintenant qu'il y a la lumière qui arrive au sol, c'est quand même les bonnes conditions pour de la régénération naturelle. Alors là on est au début du cycle qui va être mis en place pour la sylviculture mélangée à couvert continu. C'est-à-dire que c'était une plantation qu'on a laissé maturer et là il y a eu une première grosse éclaircie. Une éclaircie de 20 à 25% d'arbres. Voilà, l'idée c'est donc d'enclencher ce cycle où ensuite, dans une forêt mélangée à couvert continu, on a tous les âges d'arbres en même temps. On a les jeunes pousses, des arbres moyens, des arbres un peu plus hauts et il peut y avoir jusqu'à 4-5 strates. Voilà, sachant qu'ensuite, si le cycle est bien fait et bien mis en place, on prendra toujours les arbres les plus vieux qui sont plus intéressants pour le bois et on aura une génération suivante tous les 20 ans qui va devenir la canopée, voilà, qui va atteindre sa taille maximale et créer une nouvelle cime. Voilà, donc normalement dans une forêt mélangée à couvert continu, il y a toutes les générations d'arbres qui se succèdent. Pour montrer ça un petit peu plus, si on peut approcher, de façon un peu plus parlante, en schéma. En gros, là, on a deux types de sylviculture sur le même schéma. On a la futée régulière et la futée irrégulière. La futée irrégulière, c'est celle de ce type de sylviculture douce. Alors, on dit futée irrégulière, mais bizarrement, c'est irrégulier parce qu'on a plusieurs âges d'arbres dans la futée, mais bizarrement, c'est beaucoup plus régulier au niveau du rythme d'éclaircie. Et ça apporte un revenu régulier aux propriétaires, ça laisse une forêt toujours avec un couvert, et donc d'un certain côté, bizarrement, paradoxalement, c'est finalement plus régulier. Donc en futée irrégulière, on le voit là, on coupe tous les 10-20 ans, voilà, on fait des éclaircies, et à chaque fois qu'on coupe, on a des revenus. On a toujours du beau bois d'œuvre, puisqu'on coupe toujours les arbres les plus anciens. Voilà, et on voit que quand on est dans un rythme de croisière qui est bien mis en place, on a comme ça la forêt qui est toujours au même niveau de capital producteur de bois au fur et à mesure des années. Sur une futée régulière, en fait on dit régulière parce que tous les arbres ont le même âge, toujours. Ils poussent tous en même temps, en fait on fait des plantations, ils poussent tous en même temps, ils sont tous nourrissons en même temps, ils grandissent tous en même temps, et on fait des petites
éclaircies d'entretien en fait, au début, qui rapportent rien, puisque ce sont des arbres jeunes qui n'ont pas de qualité de bois. Voilà, et au bout d'un moment, on fait 2 plus grosses éclaircies, et à la fin, on coupe tout d'un coup, donc les fameuses coupes rases. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que là, on a peu de revenus, beaucoup de revenus tout d'un coup, au niveau du bois, et puis surtout, on laisse une forêt dévastée. Voilà, il n'y a pas de cloisonnement de la même façon. Très souvent, les engins passent partout, le sol est tassé. Actuellement, ils replantent, mais les plantations résistent mal à la sécheresse et à la chaleur. Donc en fait, il y a beaucoup d'entretien, beaucoup d'entretien dans ce système-là. Il y a besoin de planter, donc il y a besoin d'investissement. Et même souvent, une fois qu'ils ont fait une coupe rase, ils ont besoin de mettre de l'amendement. Le sol n'est plus assez riche pour faire repousser des arbres. Voilà, donc ce système-là, il est très peu pérenne. C'est un cycle qui dure sur 40, 50, 60 ans. Voilà, pendant 60 ans, il faut attendre que ça repousse pour avoir du beau bois, et en attendant, on perd de l'argent. Voilà, donc on voit bien que ce système de sylviculture, en futée irrégulière, voilà, qui se poursuit dans le temps indéfiniment, il est meilleur pour la forêt, et il est meilleur pour les propriétaires forestiers aussi, au final. Très bien. Allons-y. On va aller voir un peu plus loin. Il y a encore des points de biodiversité à regarder. Donc là, nous sommes aussi dans une plantation, mais qui a été éclaircie il y a une dizaine d'années à peu près. Et là, donc, on voit les anciennes souches, les vieilles souches, donc on voit que c'est plus aéré. C'est quand même dense, hein, donc il n'y a pas tant de lumière que ça qui rentre ici, mais bon, il faut dire que c'est le versant aussi qui fait ça. Et là, on voit de la régénération naturelle, donc il y a des petits résineux qui repoussent, donc là du sapin principalement. Et on va en voir un petit peu là aussi au bord du chemin. Souvent, c'est vrai qu'en lisière, il y a un peu plus de lumière, et là il y a de la régénération qui se fait. Donc voilà, là il n'y a pas besoin de planter des arbres. Au final, ça revient de soi-même. Donc là par exemple, ici on voit la repousse qui se fait. Donc ça c'est les graines des arbres qui ont été hybridées et qui permettent d'avoir de la repousse toute seule. Là on voit aussi quand même des hêtres, un peu sous le couvert là, au sol, des petits hêtres, pareil, ça pousse quand même malgré le manque de lumière. Donc voilà, ça reviendra petit à petit, ce sera une forêt mélangée, diversifiée. Alors ici, on peut voir ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les interactions entre la biocénose et le biotope, avec les racines qui tiennent le sol, qui le stabilisent et qui permettent à la mousse de pousser, hein, sans quoi, si l'érosion était active, la mousse n'aurait pas le temps de s'installer. Donc c'est ce qu'on peut voir après. Plus on s'éloigne de l'arbre, moins il y a de racines, moins le sol est tenu, et l'érosion est très active, il n'y a plus de mousse, ou beaucoup moins. Et ce qu'on peut voir aussi d'intéressant, c'est que les racines, elles ne tiennent pas juste cette partie sableuse, mais qu'elles bloquent aussi les boules de granit de taille des fois assez conséquente, et qu'elles les maintiennent. D'où l'intérêt d'un couvert permanent dont parlait Adrien tout à l'heure. Ouais, on voit bien vraiment tous les horizons du sol. Donc on voit la terre noire sombre de l'humus, très grumeleuse, traversée de galeries en haut. Donc c'est vraiment la fine couche où il y a toute la vie du sol, au niveau bactérien, au niveau des insectes. Voilà, tout se passe vraiment sur une fine couche, d'où l'intérêt de ne pas tasser ce sol vraiment, de ne pas ravager cette fine couche de sol, de ne pas dessoucher quand on fait de l'exploitation forestière. Voilà, là on a vraiment toutes les couches. Donc on a cette fine couche de vie. Ensuite on a une couche avec un mélange de roches et voilà, de terre, donc dégradée quand même. Ça c'est de la matière organique dégradée. Et après il y a la roche-mère. Là on voit vraiment que c'est du sable ou de la roche.
voilà, qui est dégradé aussi un petit peu hein, à force, mais là il y a beaucoup moins vissé, plus une réserve. Et les galeries des micro-mammifères qui ont tendance à creuser un petit peu partout. Ici, on en voit une belle. Donc ça prouve que sous le sol, ça sert aussi d'abri pour des rongeurs qui serviront de nourriture aux chouettes-hulottes qu'on va pouvoir retrouver aussi dans cette forêt en tant que prédateur, voire super prédateur ici. Alors dans un lieu comme ici, où je dirais l'hiver, il n'y a pas grand-chose au niveau nourriture pour les passereaux qui sont frugivores, comme les merles ou les grives. C'est bien d'avoir deux essences qu'on trouve ici qui ont été préservées, à savoir le hou, qui donne ce type de baies. C'est intéressant parce qu'on va les trouver justement en période hivernale. Encore à cette époque, il y en a sur les arbres et on va dire du mois de décembre jusqu'au mois de février, on peut retrouver ces baies-là qui vont donc nourrir un certain nombre de passereaux. L'autre essence importante, d'un point de vue biodiversité, écosystème en général, c'est le lierre. Alors des fois on a tendance à l'éliminer parce qu'on pense qu'il est peut-être concurrent des arbres, mais lui il faut savoir que dans la forêt c'est le dernier à fleurir. Donc c'est sur ces fleurs que vont venir se nourrir les abeilles en fin de la biodiversité agricole. Donc en fin d'automne, c'est le dernier à fournir du pollen pour que les abeilles puissent faire leurs réserves. Et ce qui en découle, c'est que c'est aussi le dernier à faire ses fruits. Et à cette époque, donc du mois de fin janvier jusqu'à début mars, il offre aux oiseaux ses fruits qui sont très convoités aussi parce qu'il n'y a plus que ça à manger à cette époque-là. Donc c'est des essences qui sont des fois pas très bien considérées, mais qui sont très importantes pour le fonctionnement général de l'alimentation des animaux qu'on va trouver ici. Donc à préserver. On va aller voir d'autres sites de biodiversité. Allez. Là, il y a une belle lisière, mais un peu trop fermée à mon goût. Donc on va conclure cette jolie balade en forêt, un peu atypique parce que on parle de la forêt, un peu sauvage, mais aussi des relations entre les humains et la forêt. Et là, du coup, on va parler d'un dernier site un peu important pour la biodiversité, qui est de construction humaine. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, alors des fois, pour la biodiversité, il suffit simplement de s'appuyer sur ce qu'on a déjà. Donc ici, on a un muret en pierre. Donc les anciens ne sont pas amusés à venir construire ça au milieu de la forêt. En fait, c'est la forêt qui a regagné sur des zones agricoles. Autrefois, ça servait à débarrasser les zones agricoles des cailloux. Donc ils ont entassé ça et ça crée des micro-habitats qui sont favorables à certaines espèces dont on n'a pas encore parlé, par exemple les reptiles. Qui peuvent se chauffer sur les pierres et se mettre à l'abri dans les interstices. Donc l'idée de s'appuyer sur un peu toutes les opportunités qu'on a lorsqu'on fait de la gestion forestière, de conserver des éléments qui, entre guillemets, ne servent à rien d'un point de vue productif, et bien pour cette notion de biodiversité qu'on aura balayée sur toute notre balade, eh bien c'est intéressant de savoir les préserver et peut-être même des fois de les valoriser. Par exemple ici on pourrait essayer de le mettre un peu plus en lumière pour créer des zones de chauffe pour les reptiles. Voilà, donc on vous laisse. On espère vous avoir convaincu qu'il est possible de faire de la forêt gérée, mais gérée de la bonne façon. Voilà, on n'a pas abordé toutes les choses qu'on pouvait voir en forêt. Il y a des tas de plantes comestibles, on en voit là d'ailleurs. Là, il y a des nombrils de Vénus dans ces murets. Ça arrive aussi qu'il y en ait sur de la roche sauvage, mais bon, là, c'est sur les murets construits. Nombrils de Vénus comestibles.
par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu vous montrer, vous raconter. Il n'y avait pas beaucoup de faune, puisqu'il fait très froid aujourd'hui. Mais voilà, peut-être qu'on fera autre chose. On vous invite à aller vous balader en forêt, voir tout ça de plus près. Voilà, on a essayé de vous montrer plein de petites choses au niveau du sol, au niveau des arbres, au niveau voilà, de l'écosystème en général. Mais allez voir et apprenez les essences d'arbres, apprenez le nom des plantes, c'est super intéressant. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.